La grande édition du journal sur la RT éduque tout de suite la charpente. Lancement des travaux préparatoires sur la tenue des examens d'État ENAFEP et SONASOS ont eu lieu ce mercredi 21 mai au lycée Monseigneur Chaoumba. Les travaux ont été conduits par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou. Toujours dans l'actualité, régulation de la circulation routière à Kinshasa, le cabinet du ministère provincial de transport fixe l'opinion sur les nouvelles mesures prises par l'autorité urbaine dans le but de lutter contre les embouteillages et fluidifier la circulation routière. Vous aurez les détails. Et puis, tête à tête ce mercredi entre la première ministre Judith Suminwa et Armand Ozas, président de l'intersyndicale des Lonatra, en toile de fond, le paiement des arriérés des salaires et la relance des activités stratégiques de l'entreprise. C'en est fini pour le sommaire, tout de suite le développement de ces titres et bien d'autres. Lancement ce mercredi 21 mai des travaux préparatoires qui portent sur la tenue des examens d'État, ENAFEP et SONASOS et de la création d'un comité d'évaluation de l'arrêté régissant les membres d'organisation. Au cours de cette réunion du comité national de l'examen d'État tenue au lycée Monseigneur Chaoumba à la Gombe, présidé par le vice-ministre de l'Éducation nationale Jean-Pierre Kezamoudrou, le numéro 1 de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a circonscrit l'activité. Le comité national de l'examen d'État est composé des personnalités suivantes. Le ministère ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions va occuper le poste du président. L'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sera le vice-président. Le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sera superviseur. L'inspecteur général adjoint chargé des évaluations pédagogiques sera le rapporteur général. Un coordonnateur des écoles conventionnées désigné par ses pairs pour une session de l'examen d'État sera le rapporteur général adjoint. Pour sa part, l'inspecteur général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a souligné l'importance de cette rencontre. Comme l'autorité nous a prêché par de bel exemple, nous voulons aussi, quand nous descendrons sur terrain, que nous voyons nos représentants, nos collaborateurs provinciaux, tirer aussi des hommes qui remplissent les critères. Et ils seront à mesure de le faire s'il n'y a pas d'influence ou de pesanteur. La représentante du secrétaire général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a salué l'initiative qui vise l'organisation dans les conditions des épreuves certificatives. Il est à noter que ces épreuves certificatives ont lieu dans les prochains jours, d'où cette volonté du ministère de l'Éducation nationale, pilotée par la ministre d'État Raissa Malou Dinanga, qui souhaite avoir des épreuves bien organisées. C'est dans l'enceinte du complexe scolaire Saint-Augustin que le directeur et l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle des Moamba ont tenu une réunion stratégique avec le chef d'établissement des écoles de leur juridiction. Tour à tour, ont sensibilisé et responsabilisé leurs hôtes sur les dispositions pratiques pour l'organisation des évaluations des fins d'année, notamment l'examen d'État édition 2025. Et les chefs d'établissement des écoles hautes qui doivent recevoir les élèves pour les évaluations, les autres écoles, avec les élèves pour les évaluations, afin de les sensibiliser pour les dispositions à prendre, afin que les examens, les évaluations se passent en ordre. Et puis, il faudrait qu'ils puissent déjà préparer les salles de classe, disposer les bancs en rapport avec les effectifs que nous attendons pour chaque centre et qu'il n'y ait pas du désordre
pour cette année, pour cette édition, au moins en bas, nous avons retenu 71 centres. Donc, on avait affaire à 71 chefs d'établissement des écoles hautes. Nous pouvons affirmer que nous avons atteint des objectifs. D'abord parce qu'ils ont répondu massivement. Les chefs d'établissement présents à cette réunion ont salué cette initiative qui a permis de mieux cerner les attentes de l'hiérarchie et de se préparer efficacement à accueillir les élèves finalistes dans les meilleures conditions. Une réunion très importante. Et nous remercions Madame la Provède et notre IPP qui nous ont invités pour nous donner des instructions nécessaires pour la bonne passation des épreuves orales, traditionnelles et aussi la session ordinaire des examens d'État. Ça valait la peine, cette réunion, cette matinée. À l'issue de cette rencontre, un seul credo était à retenir, rigueur et responsabilité pour garantir la crédibilité et les bons déroulements des épreuves. L'éducation préscolaire était au centre d'une conférence tenue à Kikwiti dans la province éducationnelle des Kwilu 2. Michel Otto, expert en éducation, a relevé plusieurs avantages de l'éducation préscolaire, notamment le développement personnel de l'enfant tant au niveau cognitif que social, d'où l'intérêt de lui offrir un environnement qui favorise son épanouissement. L'éducation préscolaire est fondamentale pour le développement des enfants et par extension pour le développement communautaire. Michel Otto a comparé l'éducation préscolaire à la fondation d'une maison où chaque niveau supérieur représente une étape éducative. Cette analogie souligne l'importance d'une base solide pour assurer la réussite dans le niveau ultérieur de l'éducation. L'expert Otto a également fait référence à plusieurs textes juridiques qui encadrent l'éducation préscolaire en République démocratique du Congo. L'activité s'est clôturée par un jeu de questions et réponses pour s'assurer d'avoir bien véhiculé les messages. À Kinshasa, c'est désormais officiel. Les nouvelles mesures de régulation de la circulation entrent en vigueur. Le communiqué tant attendu a été publié ce mardi 20 mai au soir par les autorités provinciales. Tout est parti d'un document non signé apparu sur les réseaux sociaux le vendredi 16 mai. Il a annoncé une circulation alternée selon les numéros de plaque. Une information non confirmée à l'époque qui avait sémé la confusion parmi les automobilistes. Le gouverneur Daniel Bumba a eu à signifier qu'effectivement, la ville était en train de cogiter ou de réfléchir par rapport à cette problématique de la gestion des embouteillages dans la ville de Kinshasa, qui n'épargne personne. Et la ville est surprise de voir que pendant qu'elle réfléchit sur cette question-là, il y avait des précisions autres à ajouter et le communiqué a fuité. La version définitive, donc cette version-là qui était publiée avant le délai, n'était même pas la version finale. Il y avait des éléments à y ajouter. Mais des fraudeurs dans la précipitation pour jeter du discrédit, pour essayer de paniquer la population, ils ont diffusé ça dans les réseaux sociaux. Désormais, les choses sont claires. Tous les camions remorques, les véhicules des 20 tonnes transportant du ciment, du fer à béton, des cailloux, du sable, du bois, des grumes, des boissons ou effectuant des livraisons ne pourront circuler qu'entre 22 h et 5 h du matin dans toute la ville. Objectif, désengorger les artères de la capitale aux heures de pointe. Mais sur les terrains, la question reste entière. Les conducteurs respecteront-ils vraiment cette mesure et surtout, sera-t-elle rigoureusement appliquée? Dans l'actualité également, la situation salariale des agents de l'ONATRA était au cœur d'une séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa et le président de l'intersyndicale de l'Office national des transports. Au cours de cette rencontre, le président de l'intersyndicale a plaidé pour le paiement urgent des arriérés de salaire, soit 5 mois pour l'année 2025 et 20 pour l'année précédente. Il a en outre sollicité l'appui du gouvernement afin d'améliorer les conditions sociales des agents et retraités de l'ONATRA. On l'écoute. D'abord, premièrement, nous rendons vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, je remercie sincèrement Madame la Première ministre parce qu'elle vient de me recevoir plus de 2 heures du temps pour discuter par rapport à tout ce qui se passe à l'ONATRA. Vous savez que les travailleurs et les actifs et les retraités
croupissent dans la misère la plus noire, 5 mois de paiement et la situation chaotique aussi présenté plein directeur à son Excellence Madame la Première ministre pour la relance de l'ONATRA. Nous avons un programme directeur des sites pour la ville de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les salaires dans les mois et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que nous attendons la lettre de l'autorité. Et donc, la Première ministre a pris en compte notre cahier des charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la Première ministre pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, à travers les projets efficaces, organise un atelier de formation du lundi 19 au samedi 24 mai 2024 à Mbanza-Ngungu dans l'objectif de renforcer les capacités des professionnels de médias et des chargés de communication des institutions partenaires au projet. Au menu de ces premiers jours, les professionnels de médias et les partenaires du projet efficace ont eu le privilège d'avoir une vue générale par la présentation du projet efficace ainsi que son déroulement. Cette activité est très importante. Elle est importante en ce que nous touchons un problème particulier, un problème sociétal, un problème existentialiste. Il s'agit de la question enseignante. Ce projet-là, efficace de l'UNESCO, vise à sensibiliser l'ensemble du grand public, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes pour qu'ils embrassent ce métier. C'est un métier très noble, un métier sans lequel on ne peut pas avoir une société. Pour bien mener cette campagne qui s'articule sur la promotion de la profession enseignante, les professionnels de médias ont une touche particulière à apporter. Votre travail en tant que journaliste ici, c'est de faire des éditions, que ce soit des magazines d'information, des magazines à sujet, que ce soit des portraits de maîtres ou d'enseignantes qui ont donné leur vie à cela pour montrer qu'il y a des gens qui sont consacrés vraiment à la formation des jeunes. Que sont les exemples? À faire également des micro-programmes, des spots publicitaires éducatifs pour que les gens soient sensibilisés sur la question. Donc c'est pourquoi cette session-là est très importante. Notons qu'une série de productions des genres journalistiques sera organisée à l'issue de cet atelier dans le but de rendre attractifs les choix de la profession enseignante, une des missions clés du projet efficace. Le 21 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette journée est organisée par l'UNESCO pour célébrer non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Selon l'UNESCO, 89% de tous les conflits actuels ont lieu dans des pays où le dialogue interculturel est faible. Pour forger une coopération efficace et maintenir la paix, le renforcement du dialogue interculturel doit être une priorité. Les secteurs culturels et créatifs constituent l'un des moteurs de développement le plus puissant au monde. Ils représentent plus de 48 millions d'emplois à l'échelle globale, dont près de la moitié sont occupés par des femmes, soit 6,2% de tous les emplois existants et 3,1% du PIB mondial. C'est également les secteurs qui emploient et offrent des opportunités au plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. Pendant, les secteurs culturels et créatifs n'ont toujours pas la place qu'ils méritent dans les politiques publiques et la coopération internationale. En RDC, sa diversité culturelle, artistique et linguistique constitue l'une de ses grandes richesses. Sur le plan linguistique, par exemple, la nation congolaise compte 4 langues nationales, à savoir le lingala, le kikongo, le chiluba, le swahili et plus de 400 dialectes. Par ailleurs, chaque tribu possède une diversité culturelle et artistique qui mérite d'être valorisée. En 2021, la culture congolaise a été reconnue par l'UNESCO sur son patrimoine culturel immatériel, avec la rumba congolaise inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
C'est genre musical qui est une expression artistique majeure des cultures congolaises des parts et d'autres du fleuve Congo, est reconnu pour sa contribution à la musique mondiale, aux valeurs panafricaines et à la mémoire africaine. Cependant, les valeurs artistiques et culturelles de la RDC dans sa globalité ne sont pas suffisamment connues du grand public. Ainsi, une politique culturelle de taille doit être mise en place par les autorités de la RDC pour promouvoir les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo. Très découpée par rapport au continent européen, l'Afrique regorge des paysages emblématiques dont la plupart jouent un rôle de premier choix dans la lutte contre le changement climatique en atténuant la température. Parmi ces merveilles naturelles figurent les chutes d'eau ou cascades qu'on retrouve dans plusieurs pays qui composent le continent noir. Hormis l'aspect touristique, dont l'accès et visite des touristes peut aider les pays concernés à renflouer leurs caisses, les chutes d'eau jouent un rôle très primordial dans la production des énergies renouvelables à travers la construction des centrales et barrages hydroélectriques susceptibles de remplacer des énergies fossiles très polluantes à la base de la montée excessive de la température. Ici est de noter que le déferlement des eaux à travers les rochers qui créent la chute reste non seulement l'une des meilleures merveilles de la nature, mais aussi les arcs-en-ciel à couper le souffle visités par le monde entier. Les feuilles de manioc sont largement utilisées dans la cuisine et dans la médecine traditionnelle de nombreuses cultures. Connues en Afrique sous divers noms, Sakasak Pundu en RDC, les feuilles de manioc sont à la base d'un plat très apprécié des Congolais. Bien que la racine de manioc soit plus connue, ces feuilles offrent une source de nutriments et de plusieurs bienfaits pour la santé, notamment leur richesse en vitamines A, B, C, calcium, acide folique, fer, magnésium, ainsi qu'en fibres. Les feuilles de manioc aident à lutter contre les infections, contrôlent l'appétit, améliorent la digestion et réduisent l'absorption des toxines. Elles sont conseillées aux personnes diabétiques pour leur pouvoir antibactérien et leur faible teneur en fibres. En cas d'anémie, les feuilles de manioc sont également recommandées. Il suffit de les laver, les piler et en extraire le jus, le filtrer pour le rendre agréable et ajouter le lait concentré, bien mélangé et boire un verre tous les jours. Pour sa consommation, elles doivent être bien lavées à plusieurs fois avec l'eau propre, avec précaution, cuites longtemps avec l'eau bouillante lorsqu'on ne sait pas retracer son origine. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. Merci de votre attention soutenue. Paix et grâce dans vos familles.